10 mai 1940, l'armée allemande lance une offensive contre la France, qui met rapidement un genou à terre, son armée s'inclinant devant la puissance germanique. C'est plus de 100 000 soldats tués et 200 000 blessés. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé et l'Allemagne nazie marche sur Paris. D'abord coupé en deux, c'est l'ensemble du territoire qui devient occupé en 1942, et ce, jusqu'aux premières heures des libérations de 1944. C'est de l'autre côté de la Méditerranée que se constituent peu à peu des forces armées, qui devront être prêtes à reconquérir la mère patrie le moment venu. Des unités de combat telles que le 1er régiment de chasseurs parachutistes ou le 1er bataillon de choc voient ainsi le jour en Afrique du Nord. Dans la métropole, beaucoup n'acceptent pas l'occupation et refusent le STO, service de travail obligatoire, visant à participer à l'effort de guerre allemand. Ils doivent alors quitter la France pour continuer la lutte et rejoindre les forces armées naissantes en Afrique du Nord. Plus de 20 000 personnes deviendront ces évadés de France et rejoindront les Français natifs d'Afrique du Nord, déjà incorporés à ces unités de combat. Leur contribution à la libération du sol français sera cruciale, meurtrière et sanglante. Pourtant, 1er régiment de chasseurs parachutistes, 1er bataillon de choc, évadés de France, sont parmi tant d'autres relégués au rang des oubliés de la Seconde Guerre. Ils nous racontent leur parcours à hauteur d'homme. C'est pour chacun d'entre eux leur propre histoire, imbriquée dans la grande histoire de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, au moment de la débâcle, j'avais donc 16 ans. J'étais donc tout à fait en mesure d'appréhender le drame de la situation du moment. Et je suis pied noir, natif d'Algérie. En Algérie, on a toujours été porté par un idéal national assez élevé. On a toujours été très, très patriotique. Donc, toute ma famille a été profondément touchée, et moi avec. Et on a difficilement accepté ce type de situation et de cataclysme qui nous frappait. Et à partir de ce moment-là, je me suis mobilisé moralement avec pas mal de camarades autour de moi d'ailleurs, en pensant qu'un jour ou l'autre, nous aurions peut-être participé à effacer ce drame, quoi. Voilà. Alors, je reviens à Paris au moment de la déclaration de la guerre 39-40. Papa me dit, du chef, il ne faut pas rester ici. Les Allemands proches de Paris. Ils vont embarquer tous les jeunes pour les envoyer travailler en Allemagne. Alors, j'ai quitté Paris. Je suis parti. On a été mitraillés par les avions de chasse allemands entre Limours et Dourdan. Là, j'ai vu des civils tués. Hein. Ils ne m'ont pas eu. Dans ce type de climat, nous avons été pris en main dans une situation qui n'a jamais été relatée par personne d'ailleurs, c'est qu'en Afrique du Nord, il y a eu une résistance et qui a fait clandestinement, qui a permis clandestinement la résurrection de l'armée d'Afrique du jour au lendemain. À savoir qu'après la débâcle, le général Weygand a été envoyé en Algérie, précisément, pour camoufler tout le matériel qu'on avait pu sauver de la débâcle, et puis pour camoufler aussi tout un potentiel d'effectifs qui ne passe pas à la vue des Allemands. Et donc il y avait tout un tas d'associations qui avaient été créées, des chantiers de jeunesse ou autres, etc., pour pouvoir mobiliser les gens, les préparer moralement et les conditionner en vue d'une participation au combat le moment venu. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là est intervenu le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. C'était le 8 novembre. Le 8 novembre 1942. Donc, à ce moment-là, j'avais 18 ans, donc
immédiatement, je me suis engagé au 1er régiment de tirailleurs algériens à Blida. J'ai été nommé caporal très rapidement parce qu'on avait besoin d'encadrement. Et puis caporal-chef, et puis sergent. Et à ce moment-là, une note de service a invité les gens qui se sentaient en mesure de le faire de présenter l'examen pour être admis à l'école militaire interarmes de Cherchell. Donc j'ai fait partie de ces jeunes. J'ai été reçu à l'examen, donc j'ai pu faire l'école d'officier de Cherchell. Et je suis sorti aspirant au mois d'avril 1944. Donc à ce moment-là, étant aspirant, j'ai choisi le 1er bataillon de choc parce que j'ai eu la chance, quand j'étais justement à l'école militaire, que je me préparais pour être aspirant, j'ai eu la chance d'avoir pour voisin de lit un garçon qui était extraordinaire, qui s'appelait Steskevich, et qui venait, lui, du bataillon de choc. Il était déjà sergent-chef. Il avait déjà été cité, d'ailleurs, pour un fait d'armes à Bastia. Et c'est lui qui m'a fait découvrir le bataillon de choc, qui était une unité tout à fait nouvelle et que personne ne connaissait, d'ailleurs. Et c'est grâce à lui que j'ai choisi, à ma sortie de l'école, que j'ai choisi d'aller au bataillon de choc. J'ai dit, je vais m'engager dans l'artillerie. J'ai demandé le 67e d'artillerie à Constantine. On m'a envoyé au 24e d'artillerie à divisionnaire à Tarbes. J'étais bloqué à Tarbes. Quand les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord, j'ai essayé de partir au Pays Basque et tâché de rejoindre Londres en passant par le Portugal. Alors, je suis parti jusqu'à Laurent-Sainte-Marie, en arrivant à Saint-Engrâce. Ma tante m'a dit, mais Lucien, c'est pas possible, toutes les montagnes sont enneigées. Alors, il a fallu que j'attende les fonds de neige. Et le 13 mars 1943, j'ai trouvé un passeur, le frère Éloi Iramandi, et on est parti. Et le 13 mars 1943, à 20h, on quittait Aux, dans les Basses-Pyrénées, et on est parti vers la frontière espagnole. On a marché toute la nuit, et puis au petit jour, on était dans la neige, tout ça. Mon passeur, il dit, je me méfie des Allemands, parce que je voulais faire passer par le col du Belaï. Et alors là, on a su que les Allemands avaient monté à dos de mulet une mitrailleuse lourde qui nous attendait. Par contre, ils nous ont repérés, ils nous ont tiré dessus. On a eu un tué et 2 blessés. Arrêtés par les carabiniers, on est arrêtés à Isaba. On nous a emmenés à la prison provinciale de Pamplona, en Navarre. 11 hommes par cellule. Là, on est resté 2 mois. 2 mois après, on est parti en Galicia, à l'extrême nord du Portugal, vous voyez, le long du Rio del Minho. C'était la prison centrale de Figueiredo. Là, j'y suis resté 6 mois. Et puis, on a été racheté par la Croix-Rouge pour 2000 pesetas, 100 kilos de farine et du cobalt. On est passé à Madrid, jusqu'à Malaga. À Malaga, on a embarqué à bord de Sidi Ibrahim, direction l'Afrique du Nord. En arrivant à Casa, je me suis engagé pour la durée de la guerre dans les parachutistes. Pour être un des premiers arrivés en France, en réalité, on a été dans les... Pas tout à fait, presque dans les derniers. Oui, je voulais arriver dans les premiers, moi. C'était pas par amour pour le parachutisme, hein. C'était pour moi un moyen de transport le plus rapide. Parce qu'il faut dire que j'étais parti sans prévenir. Je n'avais pas demandé l'avis de mes parents. Ils ne me l'auraient pas donné. Parce que je sortais d'Espagne, où j'avais passé 100 jours de prison. Moi, je m'étais engagé au camp de Médiouna. Je m'étais engagé comme ça sur un coup de tête. Pas de service militaire fait. Donc, libre choix de mon arme. Bon. Alors, ils montaient des chars sur le plateau de Médina pour faire la démonstration, pour enrôler les gars comme moi qui n'avaient pas de... Alors, il y avait des chars. La seule chose qu'on n'ait pas vue, c'est des sous-marins. Mais autrement, ils sont tous venus
Et puis il m'est tombé sous les yeux une revue, un prospectus, comme quoi les parachutistes c'était quand même des gars rigolos. Ils avaient fait prisonnier leur colonel au cours d'une manœuvre et puis ils l'avaient emmené je ne sais où. Oh, il disait ça les parents. Ah ben c'est rigolo ça c'est pour moi ça. Comme un con. Le bataillon de choc a été formé à Staweli, c'est-à-dire près d'Alger, dans les environs d'Alger. Et il a été formé par des moniteurs anglais qui venaient des SAS d'Angleterre. Et la vocation du bataillon de choc, au départ, qui était une unité de commando parachutiste, sa vocation première était d'être parachuté sur les arrières de l'ennemi pour procéder à des sabotages et à l'encadrement de la résistance, etc. Vous voyez, donc exactement comme ça a été fait par les SAS en Angleterre, d'ailleurs, à un certain moment. Bon. Et puis, bon, le déroulement des opérations a fait que le bataillon n'a pratiquement jamais été employé de cette façon, sauf 2 unités, 2 sections qui ont été parachutées du côté de Grenoble, 2 sections du bataillon qui ont servi d'ailleurs à encadrer la résistance à ce moment-là. Mais tout le reste du bataillon, à partir du débarquement de l'île d'Elbe, pratiquement, a été employé en combat d'infanterie. On nous a envoyés à Oujda. Il y avait le premier CP à Oujda, au camp des Anglades. Parce que dans mon régiment, il y avait beaucoup de Français d'Afrique du Nord, ce qu'on a appelé par la suite les pieds noirs. Oui. Hein. Il y avait des Corses, et puis des évadés de France. Parce qu'au départ, ils étaient que 800. Hein. Il fallait une unité comme les Américains. Alors, on arrive en gare d'Oujda, une Jeep nous a emmenés au premier CP, et là, j'ai vu le camp avec les Américains. J'ai été breveté à Oujda par les Américains, et le régiment qui était alors à Oujda était parti en Kabylie, à Borj-Menayel, près d'Alger. Je me suis donc retrouvé avec les Américains, la 82e Airborne. Mais parce qu'on était gamins, hein, moi j'arrivais, j'avais jamais fait de service militaire. Et paf, immédiatement, trempé dans le grand bain, pour fusil, moltière, poignard, et passage sous les barbelés. L'entraînement était très dur, on était affaiblis, nous. Alors, ils nous tiraient dessus à balles réelles, puis c'est what, hop, hip, hop, what, hop, hip, hop. On était affaiblis par les privations, vous comprenez, ils ne nous ont pas laissé nous requinquer. Alors là-bas, la tour de saut, alors sauter dans le vide, c'est impressionnant. Hein. On voyait tous les mecs en demi-cercle. Et les ricains, des fois, on nous accrochait là, ils accrochaient qu'un côté. Eux, des armoires à glace. On voulait à toute force être brevetés, vous comprenez. D'ailleurs, il n'y a pas eu un seul dégonflé quand on sautait. On avait fait plusieurs sauts comme ça, sauts par terre, de la carlingue. Et puis un beau soir, ma foi, on nous a fait monter dans l'avion pour de vrai. C'est pas tout à fait la même. Alors, ça va parce que moi j'étais tout gonflé de mon importance. Pensée parachutiste. Une fois qu'on s'est trouvé dans l'avion, on a dit, oh, et attends, là, il faut qu'on saute. C'est pas pareil. Ah bon, ça s'est bien passé. Alors il y a eu d'abord la libération de la Corse, où le bataillon de choc a été le premier à débarquer. Moi, j'en ai pas fait partie à ce moment-là. Je suis arrivé après la libération de la Corse, puisque j'ai quitté l'école d'officier et l'école d'aspirants au mois de fin avril, et donc j'ai rejoint le bataillon au mois de mai 1944. La Corse était déjà libérée, mais c'est le premier combat du bataillon, et ça a déjà servi d'école, si vous voulez, parce qu'on a tiré un certain nombre d'enseignements. Bon.
Et on a adapté les unités au point de vue de l'articulation, de l'armement plus léger, etc., pour permettre des infiltrations, et l'autre. Bon. Et puis après, on embarquait pour l'Italie, on ne savait pas où c'était. En réalité, c'était la Sicile. On atterrit à la pointe de la Sicile, à Trapani. Et là, on s'entraînait. Et là, j'ai eu un grave accident de parachute, le 3 mai 1944. Quand on a sauté, Lucien Carougeot avait oublié sa carabine pliante par terre. Alors, on la mettait en travers de la poitrine, on la fixait avec notre ventrale, on la sanglait. Carougeot, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il était dans le Dakota, on a dû le voir quand on dit inspection, hein. Il a mis sa carabine bien à plat sur son ventral. Et quand on a sauté dans le vide, elle l'a mis KO. Il descendait sans pouvoir s'orienter. À ce moment-là, le bataillon est arrivé qui était en torche. Il s'agrippe à lui. Ils sont posés tous les deux sur l'achevé de mon parachute qu'ils ont obstrué entièrement. Je ne pouvais pas tirer mon ventral, on était trop bas. On est arrivé au sol, une vitesse terrifiante, on s'est écrasés tous les trois au sol. Le capitaine Bréchignac est arrivé au pas de gymnastique, il a dit « Enlevez-lui ses bottes de saut ». On m'a enlevé mes bottes de saut, mes pieds ont gonflé comme ça, comme des ballons en baudruche. On m'a emmené à l'infirmerie régimentaire. Carougeot est emmené à l'hôpital de Palerme, où il est mort 10 jours après, dans des souffrances atroces. À la Libération, j'étais voir ses parents. J'ai dit qu'il avait été tué sur le coup. On appelle ça un pieux mensonge. Hein. Mais surtout à l'île d'Elbe, quand on a débarqué à l'île d'Elbe, après avoir neutralisé les batteries, qui était notre premier objectif, nous nous sommes trouvés dans la nature, et en particulier dans un maquis qui était inexplicable d'ailleurs, et pris sous les tirs ennemis. Et donc il fallait que les garçons aient la notion d'utilisation du terrain pour se mettre à l'abri. Or, ils ne l'avaient pas. Et donc on a eu des pertes assez sérieuses. Et on a tiré des enseignements de ça. De sorte qu'après l'île d'Elbe, lorsque nous sommes revenus en Corse, nous étions à Calvi, à la citadelle de Calvi. J'avais été désigné pour former les gars, leur donner les notions les plus élémentaires, si vous voulez, au niveau du combat d'infanterie. Alors moi, j'étais spécialiste de l'infanterie parce que venant des tirailleurs et formé par des vieux sous-officiers tirailleurs, bon, on avait pratiquement tout appris au niveau du combat d'infanterie. Et donc, ça a permis de dégrossir, si vous voulez, les gars, pour leur éviter de faire un certain nombre d'erreurs qu'on a vu commettre, d'ailleurs, par la suite, par les jeunes FFI qui venaient, qui n'avaient aucune formation et qui commettaient des erreurs cruelles, d'ailleurs. Enfin, bref. Et donc, j'ai fait partie du débarquement de l'île d'Elbe. Donc, ça a été mon baptême du feu. J'ai eu le baptême du feu au débarquement de l'île d'Elbe. Voilà. Et j'étais chef de section, donc à 19 ans et demi, j'étais chef de la section de la 4e compagnie. Voilà. En Sicile, on a fait des entraînements, quelques opérations de police. De là, un beau jour, on nous a fait partir à Rome. Alors en Rome, on a fait aussi des marches et des contre-marches. On n'arrêtait pas de faire des exercices. Moi, je suis venu pour me battre, je ne suis pas venu pour marcher au pas. Alors, comment faire pour suivre le régiment? Parce que j'étais inapte au saut à tout exercice pour une période indéterminée. Le père Malfoy vient me voir et me dit « Alka, j'ai plus d'ordonnance. Acceptes-tu d'être mon ordonnance? Mais mon père, je ne sais pas servir la messe, moi. Ça fait rien de me débrouiller dans les compagnies. Me voilà l'ordonnance de l'aumônier. Comme j'ai le grade de capitaine, tu viens avec nous. » C'est comme ça que j'ai pu embarquer à Rome, direction de Valence-Chabeuil. On devait sauter dans le Vercors, on ne l'a pas fait. On devait sauter dans le Massif central, on ne l'a pas fait. Et on est arrivé à Valence. Et d'un seul coup, on a pris les camions et on est monté dans les Vosges. Alors là, ça n'a plus été tout à fait pareil. On a débarqué
en Provence. Notre premier combat, ça a été Toulon. Puis de Toulon, on a remonté la vallée du Rhône. Mais quand on est arrivé dans les Vosges, il y a eu un premier changement. D'abord au niveau climat, parce qu'on a commencé à connaître les pluies. Et les pluies dans les Vosges, moi je l'ai gardé un souvenir ému, parce qu'il pleuvait des journées entières, des nuits entières, il pleuvait à seau, etc. Donc nous étions sur le terrain, dans la pluie, sous la pluie, dans le gadou. Et alors, pour nous mettre à l'abri des tirs de mortier ou d'artillerie, bon, à certains moments, on creusait des trous individuels. Et évidemment, comme il pleuvait sans arrêt, les trous étaient remplis d'eau. Nous mettions des branchages dans le fond, des trucs pour nous mettre un peu à l'abri, pour échapper un peu à ça. Et la conséquence de ces pluies intenses dans les Vosges, qui sont très boisées d'ailleurs, parce que ça aussi c'était nouveau. Jusque-là, bon, on se battait à terrain découvert avec des perspectives assez profondes. Et là, ce n'était pas le cas, parce que nous étions dans des zones boisées où on avait une vue qui était très limitée, d'une part. Et d'autre part, il y avait des fougères qui faisaient plus d'1 mètre de haut, vous voyez. Donc, ça nous gênait considérablement pour arriver à détecter éventuellement les gars qui étaient en face de nous. Et donc, c'était un combat tout à fait nouveau et particulier. Voilà. Alors là, on s'est battu à la chapelle d'Oranchamp, à Servance, à Château-Lambert, sur les Hauts-du-Taux, enfin tous ces coins-là, quoi. Voilà, où on a eu des combats assez sérieux, Hauts-du-Taux en particulier, à Servance aussi d'ailleurs. Puis là, après quelques jours, on est parti vers le front des Vosges. On arrivait à Ferdrup, je me rappelle, du côté de Rupt-sur-Moselle. Là, on était à une scierie. Alors là, les combats ont commencé dans la forêt. Alors là, c'était terrible. 40% de perte. J'ai dit au père Malfoy, je suis donc en service pour vous, moi. Lui, il était imprudent, il restait entre lignes françaises et allemandes, ça tombait de tous les côtés. Il donnait l'extrême option aux tués, il vous rendez compte. Alors je dis, mon père, avec vous, qu'est-ce que je fasse? Je voudrais me rendre utile, je vais mettre à la disposition du service de santé. Alors c'est là que j'ai été voir le médecin capitaine Garitan. Il m'a donné une trousse pour les infirmiers, et me voilà comme brancardier. On avait un brassard, les Allemands nous tiraient dessus. Alors on n'avait plus de brassard, rendez notre carabine M1 et notre Colt 45. Parce qu'ils tiraient dessus, hein. Ils nous voyaient de là-haut, ils nous tirent. On m'a mis dans une maison, quartier idéal 4, tu vas rester là pour garder les brancards et tout le matériel sanitaire. Ils sont partis au centre-village. Ça dégringolait de tous les côtés, les frites, ils tiraient au mortier. Au moment où j'entends un bruit de char, un crissement de char, alors j'avais dressé un vieux moissonnier métallique, je l'étais foutu en dessous parce que tous les gravats descendaient. Puis j'entends un crissement de char, je dis merde, qu'est-ce que c'est? Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Ils vont me balancer une grenade à manche. Alors, j'entends, on descend les escaliers. J'entends d'un seul coup, qu'est-ce que tu fous là, le cas? C'est un gars de la prison centrale de Figueiredo. Ben, je dis, tu vois, je suis là, je garde le matériel. Alors, il a appelé un office. Alors, l'autre, il est resté dans le char, à l'écoute. D'un seul coup, il vient, il dit, merde, mon antenne a été sectionnée, j'écoutais Lily Marlène qui... Alors, il est venu le rejoindre, puis le lendemain, ils ont appelé un officier. Alors, il avait des grosses jumelles, je me rappelle, il y avait un gros moulin à café qui était fixé sur la table, sur le comptoir. Il a mis les jumelles, il a regardé. On voyait un observatoire là-haut, où il y avait des frites. Alors, l'officier des chars est arrivé, c'était la première DB, là. Il est arrivé, il a ordonné un tir tendu. Ils ont tiré, on les a vus qui décanillaient là-haut. Et puis il y avait un char qui était en panne, les frites avaient tiré dessus, il était en flammes. Après, on s'est replié avec ça. Là, on a été arrosé le long de la route. On a arrosé nous-mêmes aussi. On a sauté dans le fossé en bas de la route, on est remonté. Enfin, ça a commencé déjà avec la guerre sans qu'on sache vraiment où on en était. Ouais. On est arrivé donc à un bled qui s'appelait avec ça, le Ménil. Et on est monté en file indienne dans la montagne. Alors, là, j'y suis resté 10 jours.
10-12 jours, on était éparpillés, il n'y avait pas une ligne de front. Hein. Les Allemands ne nous attendaient pas là. Alors, après, c'est les premières balles au col du Ménil, là, vers le Ménil. Et là, j'ai eu la trouille. J'étais planqué dans la rigole, je vais vous dire que j'ai une bonne aiguille, là. Et encore, elle était dans l'eau. On a rejoint le régiment, et puis là, on est redescendu sur le Ménil, Travexin, et c'est là que on descendait encore en file indienne, que moi j'étais au mortier à ce moment-là. Et on s'est installé dans les bois pour tirer dans les Allemands, sur les Allemands qui étaient en dessous, qu'on voyait là. Alors on a commencé, mais ça n'allait pas du tout parce que un mortier, on n'était pas très loin des Allemands. On n'était pas à 3 km, hein, on était à 200-300 mètres. Alors il faut monter le mortier pour qu'il retombe. Merde, les obus allaient péter dans les arbres au-dessus. Ah, attends, on va changer. Alors on a changé de place. On est allé à découvert sur un pierrier. Bien. On a installé le mortier et on a commencé à tirer. Et il paraît qu'on avait fait de gros dégâts, il y avait plus de 30 morts. Et puis d'un seul coup, il y en a un, il a pris une mitrailleuse lourde avec des balles explosives. Et il nous a tiré dessus. Moi, comme un con, je n'ai pas vu venir le coup. Paf! J'ai pris la balle en plein mollet. Complètement sectionné. La jambe pendait comme ça. Le copain à côté de moi était mort. Le deuxième à côté de moi était mort. Bref. Le capitaine, qui s'était un peu avancé dans une ferme en dessous, à 80 mètres, a été tué sur le pas de la porte. Et le lieutenant, qui a vu comment ça se passait, il faut se replier. Alors il a fallu remonter la pente. Alors il y a mon copain qui était au mortier avec moi, qui m'a aidé à remonter. Et tant bien que mal. Alors là, il y avait eu des dégâts, on avait perdu pas mal. Et on s'est retrouvé sur la crête. On avait plus ou moins passé la nuit, si mes souvenirs sont bons. Il y en avait une foule qui venait d'être blessée. Et on a attendu là. On a été encerclés par les Allemands au moment où on était dans la forêt des Géants, au col de Bussang. Ah, et puis au col du Ménil, là, on a eu des pertes terribles dans le secteur. On était encerclés, il faut dire aussi. Avec tous ces petits jeux de conneries, les Allemands étaient autour. Pas l'un sur l'autre, mais enfin, on ne pouvait plus ni monter ni descendre. Alors on était là, étendus à la lisière d'un bois, et personne ne bougeait. Et moi, j'ai eu la gangrène gazeuse. Ça s'était mal passé. Et puis, d'un seul coup, il est arrivé des ambulances. L'ambulance Spears. Alors, ils nous ont descendus, je ne sais pas pourquoi ni comment, Villers-Sexel, oui, dans le château. Ils servaient d'hôpital. Le médecin est venu, le lieutenant-colonel Mercier, ou Bernier, qui m'a dit, vous n'allez pas me couper la jambe. Le gars, il me dit, on va faire l'impossible pour vous la sauver. Oh, c'était de bon augure. Et bon, ça tenait par un long bout de chair, quoi. Et puis là, il n'y avait rien. Alors. Et il m'a dit, on fait l'impossible. Et quand je me suis réveillé, j'ai tenté comme ça, avec mon pied, merde, plus de jambes. Oh.
Alors je pleurais. Maman, on était deux dans une chambre. Parce que c'était un château, alors c'était des petites pièces. Hein. On était deux, on était que deux. Et le deuxième, elle disait, mais tu vas la fermer ta gueule. Elle te reverra ta mère, t'es pas mort. Mais il a raison ce con. Du coup ça m'a calmé. J'ai pu appeler maman. Oui, j'avais des Alsaciens dans ma section, et dont un nommé Zucker d'ailleurs. Et quand on est rentré en Alsace, j'ai dit, bon, alors tu es content de rentrer en Alsace? Et il m'a dit, oui, je suis content, mais j'ai une crainte. Et pour moi, c'est quelque chose de poignant. Alors je dis, oui, qu'est-ce que c'est? Il me dit, mon frère a été pris d'office dans l'armée allemande, il fait partie des malgré nous, et j'ai qu'une crainte, c'est de me retrouver en face de lui. Moi, je l'ai vécu, ça, c'est vrai, c'est vrai. Alors en Alsace, il y a eu un deuxième changement climatique, c'est que là, on a buté sur la neige, alors la neige en abondance, et puis il s'est trouvé que l'hiver 44-45 a été un hiver extrêmement rigoureux. Il a fait très très froid. Et donc, je dois dire que ça nous a beaucoup handicapés physiquement, d'autant plus que nous n'avions pas les équipements tout à fait adaptés à ce type de truc. Alors bon, on mettait 2 ou 3 trucs l'un sur l'autre, etc. Mais enfin, c'était pas... Il pleuvait beaucoup dans les Vosges. Qu'en Alsace, c'était la neige. Alors, je ne pouvais plus encadrer la neige. Parce que quand on est rentré jusque dans nos coudes, on avait partout. Je crois que les Allemands étaient mieux équipés parce qu'ils avaient des vêtements qui étaient beaucoup plus adaptés à ce type de climat et de température. Mais enfin, on faisait avec. Et donc, voilà, l'arrivée en Alsace, ça a été surtout ça, la neige, le froid... et cette rigueur qu'on ne connaissait pas, et d'autant plus pour des gars comme moi qui venions d'Algérie, d'Afrique du Nord, où la neige, on avait vu ça en photo la plupart du temps, et bon, on ne connaissait pas, ou mal, ou peu. Il y avait quand même certains massifs en Algérie qui recevaient de la neige, mais moi j'habitais le bord de mer, donc j'avais pratiquement eu aucun contact avec la neige. Alors j'avoue que ça a été une découverte, qui m'a marqué d'ailleurs, parce que depuis, j'ai complètement renoncé à aller au sport d'hiver, par exemple. Vous voyez, je fais un rejet. Comme il y a 50 mètres de neige, on a dû marcher sur des mines antipersonnelles qui n'ont pas explosé. Il y en avait. Par contre, j'en ai entendu un jour. Il criait « Attention aux mines !» J'ai entendu une déflagration. Le mec, il était projeté en l'air, il est retombé sur notre mine. Inutile de vous dire qu'il en restait presque plus, hein. Alors on a eu le bataillon Bayard qui nous a rejoints après la bataille de Belfort. Nous étions en progression dans la vallée de Hupak, Borbach, Masvo, en direction du col du Hansrück. Et à ce moment-là, nous avons reçu un renfort. Alors c'était une unité constituée par des étudiants, la plupart des étudiants de Paris d'ailleurs, qui étaient des garçons extraordinaires de courage, mais qui malheureusement n'avaient aucune formation au combat. Et quand on les avait manœuvrés sur le terrain, c'était dramatique parce qu'ils commettaient des erreurs qui leur ont d'ailleurs coûté très très cher. Par exemple, sous les tirs d'artillerie, ils se réfugiaient sous les arbres, alors qu'il faut éviter. Il vaut mieux se mettre en terrain plat et découvert, parce que bon, quand l'obus percute, les éclats partent en l'air, tandis que quand l'obus explose dans un arbre, les éclats descendent sur les gens qui sont en dessous. Et bon, alors, comme ils n'avaient pas été formés, ils commettaient cette erreur communément, quoi. Et on ne pouvait pas rester insensible, évidemment, devant ce type de situation, seulement... On n'y pouvait pas grand-chose, malheureusement, parce que, vous savez, quand on est dans le bain, c'est pas le moment de s'attarder à des exercices de formation. Hein. Voilà, il faut le faire avant, parce que
Contrairement à ce qu'on peut penser, le combat, c'est presque un métier, quoi. Il faut savoir, pour se protéger soi-même et puis aussi pour obtenir un résultat positif, parce qu'on est là, non pas pour lâcher prise, mais au contraire pour atteindre les objectifs et puis bon, les coiffer et puis bon, avancer, entrer dans la libération, vous comprenez? Donc il faut savoir se battre, hein, c'est pas bon. Et donc ça nécessite un entraînement particulier, quoi. Voilà, c'est un entraînement de survie d'ailleurs, parce qu'au combat c'est ça. Il faut avoir le réflexe dans la seconde de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Bon. Et alors évidemment, pour des garçons qui n'ont pas été formés, qui venaient simplement avec leur courage et leur engagement, c'était magnifique, mais c'était douloureux parce qu'ils s'exposaient souvent d'une façon inutile, quoi. Vous voyez, voilà. Donc, ils ont eu des pertes sérieuses, c'est certain. Certain, oui, oui, bien sûr. Hélas. Alors là, on était à la Poutroie. On y a tué du côté d'Archimède les 3 épis, Orbet. Alors, j'étais sous les ordres de l'aspirant Blain, qui était en prison avec moi à Figueiredo. Et Blain, il avait fait des pieds et des mains pour que je vienne le seconder à l'état civil. Alors, on nous dit, il y a un tué dans le No Man's Land que les hommes ont dû abandonner en se repliant. Alors, Blain, il a désigné 4 volontaires. Il y a un gars qui s'appelait Alain Deproche. Alain Deproche, il est toujours, on va se faire tuer. Il avait peur du tir, c'est incroyable. Un jour, j'étais à Paris, et on me dit, Alka, Deproche, à l'hôpital de la Rivoisière, il était en cardiologie. Il m'avait dit qu'il avait une lésion au cœur à force d'avoir peur. Il descendait dans les camps avec les civils, casqués, armés, pour se mettre à l'abri. Il m'a fait pitié, je dis, écoute, Alain, je vais te remplacer. Il m'a dit, t'as dit que tu ne serais jamais volontaire, t'attendais qu'on te désigne. Oui, mais par pitié, t'as qu'à rester là, je vais y aller avec eux. Donc on est parti en jeep avec l'aspirant Blain. Blain, il conduisait dans la neige. On est passé à Orbet. On a tourné à gauche, je me rappelle, plein de neige. À droite, il y avait un Américain qui jouait du piano dans un bistrot abandonné. On arrive en face des positions américaines. Ils ne faisaient pas les trous comme nous. Hein. Ils étaient debout dans leur trou individuel. On s'apprête. Alors, Blain, il a parlé en anglais à l'officier américain. Il a dit, on vient chercher un autre tué. Il est étonné qu'on risque notre vie pour aller chercher un tué. On a abandonné la Jeep. Alors, Blain, ah oui, j'avais 2 jeunes engagés. C'était pas des FFI, ceux-là. C'était les frères Rigaud. Non, les cousins Rigaud. Alors, Blain, il dit, je vais partir par là. Je pars par là avec Ardillet. Et puis le brancard, toi, tu vas rester avec Rigaud pour nous couvrir. Donc on était derrière un gros rocher. Le voilà parti. Puis à un moment, Rigaud me dit, Alka, je vois des ombres là-bas au fond à gauche. Tout est enneigé. Hein. Je dis, attends qu'il soit plus près, parce qu'il avait un fusil Garand, lui. Je dis, attends qu'il soit plus près, parce que si tu le loupes, ils ne vont pas te louper. Puis d'un seul coup, il me dit, c'est Blain, les autres qui reviennent. C'est Blain qui revenait avec le tué. Alors il traînait le brancard dans la neige, il s'arrivait vers nous, on est reparti. Les Américains ont commencé à déclencher un tir, les Allemands ont riposté. Qu'est-ce qui nous aiderait de rouler dessus? Pas un seul blessé. On a mis le brancard sur la Jeep et on est revenu à la Poutroie. Et là, ils ont dit, reste dans la Jeep. Ils sont partis. Alain Deproche, il attendait avec impatience. Il dit, où c'est qu'il a le cas? Malheureusement, il est resté. On ira le chercher demain. Il a piqué une crise, il voulait se suicider avec son Colt, ce con. Alors, je suis sorti de la Jeep et je suis venu le rejoindre. Lorsque nous sommes arrivés en Alsace, on a baroudé dans différents coins, puis finalement, on s'est retrouvé à Strasbourg au moment de la contre-attaque de Von Rundstedt dans les Ardennes. Nous avions été envoyés à Strasbourg parce qu'on craignait que les Allemands ne développent aussi
parallèlement le même type d'offensive. Et Delatte nous avait dit qu'il faut absolument préserver Strasbourg parce qu'au plan psychologique, vis-à-vis de la France, si on perdait Strasbourg, ça serait désastreux. Et sans compter qu'au plan militaire, ça serait très regrettable, hein, effectivement. On avait été à Strasbourg, on revient, ça tirait sur Benfeld-Rossfeld. On a appris par la suite que c'était les orgues de Saline que les Allemands avaient emmenés. Quelqu'un avait appelé ça le train bleu. T'as quoi devenir fou. Le sol tremblait, tout ça. On aurait cru à la fin du monde. On est passé à travers. On s'est retrouvé quelque temps après à Sélestat. Et c'est de Sélestat que nous sommes partis pour aller à Jebsheim. On était à Jebsheim, on était dans une maison barricadée là-dedans. Les Allemands, les Autrichiens, les Allemands étaient terribles, super entraînés, puis ils se sacrifiaient, ils se faisaient tuer sur place. Hein. Oui, alors à Jebsheim, je dis, on est passé en courant devant le cimetière, et puis on arrive près de deux chars de la 5e DB. Parce qu'il y avait. La première, c'était dans les Vosges. Et la 5e, c'était en Alsace. Alors, je suis planqué. Je sentais la chaleur des obus qui me soufflaient aux oreilles. Alors là, j'ai vu un gars qui était blessé, qui saignait et tout. Il n'était pas du premier CP. Hein. Alors, il faut que je cherchais des secours. Alors, c'est là que je suis parti. J'étais tout en blanc. On a mis des morceaux de drap de lit sur nos casques et notre uniforme. Avec ma chabotte, je suis parti. Les Allemands me tiraient dessus. Je tombe sur un poste de secours des bataillons de choc. Alors, je dis au gars, vous ne pourriez pas venir avec moi parce que y a un gars qui est blessé, il n'est pas de notre unité, mais on ne va pas le laisser là. Alors, un gars il a dit, tu vas monter avec moi dans le half-track. On monte dans le half-track. Oh là, on est baptisé le cercueil roulant. Nous voilà dans le half-track, ça dégringolait de tous les côtés. On passe devant le cimetière de Jebsheim, on s'arrête. Le blessé a été évacué par une autre unité. Alors, je dis, maintenant, il faut que je retourne rejoindre les autres. Alors, je suis reparti en courant à travers les rues, je rampais dans la neige, les frites me tiraient dessus. Alors, j'avais des chabottes que j'avais pris sur un tué. Et j'ai vu deux djihadistes derrière du mur qui me essayer de venir vers eux. Ils m'ont attrapé par mes chabottes, ils m'ont tiré vers eux. Je leur ai dit, thank you very much. Ils m'avaient sauvé la vie. On s'entendait bien avec les Américains, par contre, si. On est reconnaissant aux Américains d'être venus nous aider. Parce que ces gars qui sont venus des USA, on les considérait comme des frères d'armes, c'est vrai. Hein? Et des camions sont venus, au milieu de la nuit d'ailleurs, nous récupérer et nous conduire à Jebsheim. Alors lorsque nous sommes arrivés à Jebsheim, au lever du jour, frigorifiés d'ailleurs, parce que dans les camions il faisait un froid, c'était quelque chose d'horrible. On avait les jambes pratiquement gelées quand on est descendu des camions. Nous sommes arrivés à Jebsheim, qui venait d'être libéré par le RCP, par les parachutistes, qui déjà avaient d'ailleurs payé très cher la libération du village même de Colmar. Et alors nous sommes partis au lever du jour, je crois que ça devait être autour de 8h30 le matin, ou quelque chose comme ça. Nous sommes partis à l'est de Jebsheim, avec comme objectif un bois qui était là, je crois que c'est le bois de la Harte, et comme deuxième objectif le canal du Rhône-Rhin, pour participer à la libération de Colmar. Et donc, on a commencé notre progression le matin sur un glacis immense d'ailleurs, qui nous séparait de l'objectif en question. On voyait la lisière du bois dans la brume tout à fait au lointain. Et nous avons commencé notre progression sur ce plateau enneigé d'ailleurs. Alors nous avions évidemment les vêtements de l'armée française, c'est-à-dire des vêtements kaki. Sur la neige, on se voyait, vous voyez, pour les Allemands qui étaient en face,
nous constituions des cibles tout à fait repérables. Donc on a commencé la progression et lorsque nous sommes arrivés au milieu du plateau, on a commencé à subir un tir d'artillerie, de mitrailleuse, de trucs, un tir concentré absolument épouvantable qui nous a acheminés de façon telle qu'on a été obligé en début d'après-midi ou dans le milieu de l'après-midi, je ne me souviens plus exactement, de se replier. Vous voyez, donc, dans cette poche de Colmar, les Allemands avaient concentré tous leurs moyens de feu, c'est-à-dire que toutes les unités qui s'étaient repliées de France étaient agglutinées, là, concentrées dans cette poche de Colmar. Ils avaient donc une puissance de feu extraordinaire. Vous voyez, c'est bon. Et d'ailleurs, le RCP l'a payé cher, hein, nous aussi. Et puis avant nous, je crois qu'il y a une unité d'Américains aussi qui s'est fait étriller complètement. Et donc, on a eu des pertes sérieuses. Et c'est là où j'ai été blessé. Moi, j'étais à la tête de ma section. Je commandais la 4e section de la 1re compagnie du bataillon de choc. Et comme par hasard, j'étais section de tête du dispositif. Donc, on était tout à fait, on est arrivé presque au contact des Allemands, d'ailleurs, au moment où j'ai été blessé, où on a reçu l'ordre de repli. Alors donc, ça a été un combat extrêmement difficile et terriblement meurtrier. Voilà. Parce que ça a quand même été une bataille terrible, avant Jebsheim, pendant Jebsheim et après Jebsheim pour arriver dans Colmar, et personne n'en parle de ce combat. Alors que véritablement ça a été le plus dur, le plus meurtrier, le plus sanglant qu'on ait eu, quoi, parce qu'on a perdu un effectif considérable là, dans cette bataille. Voilà. J'ai vu des blessures atroces. Le gars avait le crâne ouvert comme ça, vous voyez, toutes ses dents, tout son palais. Et j'étais persuadé que j'allais m'en tirer, je ne sais pas pourquoi. Quelque chose me disait, tu vas t'en sortir. J'étais une force qui doit me protéger là-haut. En concluant, je dis, j'ai eu la baraka. Pourtant, j'ai vu des copains qui mouraient. Hein. J'ai un bon copain qui s'appelait Roger Jouot, je me rappelle. Il s'est penché pour fermer les volets d'une maison. Il y a un obus, il a tous ses intestins qui sortaient. Il s'est roulé par terre en hurlant. Il est mort comme ça. Roger Jouot, il s'appelle, je me rappelle. Il était natif de Nevers. Et quand j'ai vu Roger Jouot qui était mort, ben, j'ai craqué, j'ai pleuré. Comme un gosse, on dit, c'est ça? Roger Jouot. Parce que c'est un bon copain. J'ai pleuré. On peut difficilement imaginer la densité de feu qui nous est tombée dessus. Bon. Alors les Allemands étaient là, c'était leur dernier point d'appui. Donc ils se sont battus comme des diables pour essayer de nous empêcher de rentrer en Allemagne, parce qu'à partir du moment où Colmar a été pris, bon, on était sur le Rhin, donc par conséquent la porte était ouverte pour entrer en Allemagne. Vous voyez. Alors c'était pratiquement le dernier verrou pour nous empêcher de progresser. Alors là, ils avaient mis le maximum de moyens. Voilà. Moi, j'ai été blessé. On se mettait dans les trous d'obus évidemment pour être à l'abri de tirs d'artillerie. Et puis, j'ai entendu un gars de ma section qui avait été touché un peu plus loin, donc je suis sorti de mon trou pour essayer d'aller à son secours. Et c'est à ce moment-là que j'ai été blessé. Alors bon, personnellement, j'ai rien compris. Je me suis retrouvé dans la neige acheminée. Alors il s'est passé la chose suivante, c'est que il y a 2 gars de ma section qui étaient à proximité, qui sont venus, qui m'ont vu encore vivant. J'étais blessé, mais j'étais vivant. Donc bon. Or ces 2 gars, en se repliant, ont été tués, parce que les Allemands continuaient à bombarder, parce que ils ont été tués en se repliant. Et il y avait 2 gars qui étaient beaucoup plus loin de ma section, qui, eux, m'ont vu au moment où j'ai été blessé. D'après leur dire, j'aurais été projeté en l'air par l'éclatement de l'obus. Et donc, la façon dont ça s'est passé, ils ont considéré que j'avais été tué. Et ils ont donc témoigné que j'avais été tué au combat. Et donc, j'ai été porté mort dans les effectifs du bataillon. Et
Alors bon, il y avait eu énormément de blessés. La neige continuait à tomber et les corps qui étaient par terre étaient recouverts par la neige. Alors les véhicules qui se déplaçaient, les voyaient ou ne les voyaient pas. Bon, il se passait des choses absolument horribles. Et moi j'ai eu la chance, bien qu'étant presque au contact des Allemands, d'être récupéré par un Haftrac de la Légion étrangère, qui étaient des gars vraiment d'un courage extraordinaire, qui sont venus pratiquement sous le feu récupérer les blessés jusqu'en première ligne. Et quand j'ai été évacué, il y a eu tellement de blessés que les postes de secours français étaient saturés. Donc j'ai été évacué sur un poste de secours américain. Ce qui fait qu'on a perdu ma trace. Et comme les gars qui m'avaient vu ont déclaré que j'avais été tué au combat, j'ai été porté mort pendant 2 jours à mon bataillon. Parce que là, j'ai été soigné dans un poste de secours américain, puis j'ai été évacué sur l'hôpital de Saint-Dié. Et à l'hôpital de Saint-Dié, on a reçu la visite d'une assistante sociale qui nous a demandé évidemment ce qu'elle pouvait faire pour nous. Et moi, je lui ai dit, la première des choses que vous pouvez faire, c'est de contacter mon commandant, le commandant Lefort, pour lui dire que je suis à Saint-Dié, à tel endroit. Alors, moyennant quoi, le fort est arrivé en jeep, d'ailleurs, très rapidement, pour me voir. Et fort heureux, d'ailleurs, de me voir toujours en vie. Et donc, voilà. Alors, c'est vraiment un peu particulier comme situation, mais enfin, c'est comme ça, voilà. Au niveau de l'évacuation des blessés sur le terrain, pendant les différents combats, il y a une chose qui souvent est passée sous silence, c'est le courage extraordinaire du support médical qui était avec nous. On avait des petits médecins auxiliaires là, qui étaient vraiment des gars remarquables, il y en avait un par compagnie. Ils étaient en première ligne avec nous à soigner les blessés, etc. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont été blessés, même tués d'ailleurs. Et puis il y avait les ambulancières aussi qui pratiquement elles aussi venaient presque au contact. Et certaines ont été blessées, elles aussi d'ailleurs assez sérieusement, dont une qui a été l'épouse du commandant Lefort d'ailleurs, Madame Rouquette, qui était originaire d'Alger, qui elle a été amputée d'une jambe carrément. Alors donc, ce service sanitaire a été absolument admirable de comportement, de dévouement. Par exemple, quand j'ai été blessé, les postes de secours français, les équipes médicales ont opéré pendant je crois, 2 ou 3 jours et 2 ou 3 nuits, sans arrêt, vous voyez. Bon, donc, c'est vraiment extraordinaire, ça. Et moi, ce que je regrette, c'est que personne ne fasse état de ce type de situation, quoi. C'est parce qu'il faudrait leur rendre hommage, ils le méritent d'ailleurs. Et moi, j'avoue que si je suis encore de ce monde, c'est un peu grâce à ce support sanitaire, parce que j'ai été soigné d'une façon remarquable. J'avais été blessé assez sérieusement. Mon bras était perdu, ma jambe tout comme, puisque on a attendu 15 jours pour savoir si je gardais ma jambe ou si on me l'enlevait. Mais j'ai été soigné d'une façon remarquable, ce qui m'a permis de m'en sortir d'ailleurs avec le moindre mal, disons. Bon, parce que j'ai quand même conservé ma jambe. Bon, j'ai perdu mon bras, d'accord, mais enfin, bon, vous savez, quand on revient de ce genre d'aventure, on considère que c'est miraculeux. Donc, même quand on en est laissé un morceau, on est ravi d'être encore de ce monde. Hein, voilà. Dès que j'ai été physiquement en mesure de le faire, j'ai été transporté par avion, d'ailleurs, en Allemagne, où j'ai rejoint mon bataillon. Les gars que j'ai retrouvés au bataillon, il y avait beaucoup de nouveaux, d'ailleurs, qui arrivaient de tous les côtés. Donc, des anciens, malheureusement, on les comptait sur les doigts. Enfin, voilà. Mais on n'a pas été les seuls, hein, parce que Dieu sait si ça a coûté cher, cette libération. Et le malheur, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup maintenant. Ça, c'était à la sortie des Vosges, avec le copain Berceau, qui était amputé d'une jambe aussi. On avait décidé de rejoindre, on était à Villers-Sexel. On
on avait décidé de rejoindre le régiment qui était par où, vers l'Alsace à ce moment-là. Alors on est tombé, le régiment allait défiler. Et il y avait le colonel qui était sur un talus, là, comme un talus de chemin de fer, le régiment défilait en bas. Le gars dit, ah, mes petits gars, allez, venez avec moi. On arrive, on est à côté de lui, debout. Ah, ça, j'étais fier, hein, à côté. Et il y a tout le régiment qui défile devant nous. Alors il y avait des copains dans un peu toutes les compagnies. Mais quand la 8 est arrivée, je l'employais. Une ovation. Les mecs. Il n'y avait plus d'ordre, il n'y avait plus de désordre, il n'y avait plus rien. Ils gueulaient, nous, saluaient, tout ça, bien gentil. Enfin voilà. Et puis on est rentré à l'hôpital quand même. Oh bah sûr, on est marqué par la guerre. Hein. J'ai eu peur en sautant de la tour d'entraînement, j'ai eu peur en sautant du Dakota, hein, et j'ai eu peur au front. J'ai dit au général Ford, il m'a dit, Alka, vous n'en avez que mérite. Vous avez su vaincre votre peur qui m'a fait. Est-ce que vous pensez qu'on peut oublier des choses pareilles? Quand vous voyez des copains de la veille coupés en morceaux le lendemain, c'est une image qui est ineffaçable, ça. C'est une douleur que vous portez en vous d'une façon pas permanente, mais incontournable. On ne peut pas oublier des choses pareilles, c'est pas possible. Et justement, mon grand regret, c'est de voir que ces gens qui ont disparu, on ne leur rend pas l'hommage qu'il leur est dû. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pour les Français, dès que Paris était libéré et Strasbourg, la guerre était terminée. Ils oubliaient qu'on était encore sur le front, nous. Hein? Si. Ça m'écoeure. On ne parle que des résistants, c'est tout. On ne parle pas de nous. Parce que nous, on a exposé notre vie aussi. Hein? On parle que des FTP, des FFI. Ils connaissent que la division Leclerc. Et aucun chef de l'État, il a parlé des évadés de France ou des réfractaires au STO. Hein? Et aucun hommage aux premières CP. Mais on parle surtout de la deuxième DB. Les gens connaissent que la deuxième DB de toute l'armée française qui a libéré la France. Ils connaissent que ça. Les bataillons de choc, c'est la même chose, on ne parle pas d'eux. Hein. Mon sentiment, c'est que le devoir de mémoire est à géométrie variable selon l'optique politique. Et c'est sélectif. Et le devoir de mémoire tel qu'il est pratiqué, il y a des gens qui se sont battus beaucoup mieux que les autres, et les morts sont plus morts que les autres. Vous voyez, c'est bon. Et ont beaucoup plus de mérite à être morts que les autres. Alors que moi, de mon point de vue, quelles que soient les circonstances et les conditions dans lesquelles on laisse la vie, le prix de la vie, c'est comparable. Il n'y a pas de différence entre les individus, qu'ils aient fait partie de la résistance ou des forces françaises libres ou de l'armée d'Afrique, etc. Bon. Or, maintenant, moi, j'observe dans toutes les commémorations que, très justement d'ailleurs, on rend hommage à l'engagement des résistants, on rend hommage aux forces françaises libres, mais on oublie régulièrement l'armée d'Afrique. Moi, c'est pas à moi que je pense, là. Je pense à tous les camarades qui ont laissé leur peau et à tous ceux qui ont été massacrés. C'est à eux que je pense, parce que là, c'est d'une injustice crasse à leur égard, quoi.
On est les oubliés de la Seconde Guerre mondiale, on peut dire. Hein. C'est ça. Hein. Les bataillons de choc, c'est la même chose, on ne parle pas d'eux. Hein.